Cette table ronde va se diviser, donc, comme vous l'avez compris, en plusieurs points. Premièrement, l'accès au droit. Deuxièmement, l'accès à l'éducation. Troisièmement, l'accès à la santé. Et quatrièmement, donc, l'accès à l'emploi. Pour commencer, pour vous donner en tout cas envie de rester jusqu'au bout, je vais vous proposer les questions venant des personnes elles-mêmes, donc qui ont écrit ceci, les personnes avec trisomie 21. Concernant le droit, la question est posée de cette manière. Est-ce que je peux me marier? Est-ce que je peux avoir le permis de conduire? Concernant l'éducation, pourquoi je suis allée en Ulysse? Pourquoi je ne peux pas passer le bac? Concernant la santé, pourquoi les personnes trisomiques ont un chromosome en plus? Est-ce que je peux avoir des enfants? Pourquoi j'ai l'apnée du sommeil et un appareil pour dormir? Concernant l'emploi, est-ce que je peux travailler en milieu ordinaire? Est-ce que je peux travailler dans le milieu ordinaire et garder mon allocation adulte handicapé? Est-ce qu'on peut travailler dans le milieu artistique? Est-ce que je peux faire le même métier que mes parents? Est-ce que je peux être manucure, esthéticienne? Autant de questions qui viennent donc des personnes avec trisomie 21 elles-mêmes, des questions qui concernent leur quotidien de vie et auxquelles on va essayer, en tout cas ensemble, d'aborder. Je n'ai pas dit forcément d'y répondre, en tout cas aborder ces questions. Alors, outre ces questions, il y a aussi une sollicitation de la part de Salomé que j'invite à nous rejoindre. Alors, comme d'habitude, c'est une question de choix, donc elle choisit sa chaise. Vous avez vu, elle reste près de moi. Bonjour Salomé. Bonjour. Alors, on va donner donc le micro à Salomé. J'ai demandé à Salomé d'être très rapide sur le témoignage qu'elle voulait nous donner. J'aurais pu effectivement accoler ce témoignage avec la question de l'accès à l'emploi, mais j'ai voulu rester, si vous voulez, dans la présentation des paroles elles-mêmes des personnes donc avec trisomie 21 en numéro 1. C'est très important donc de démarrer de cette manière-là, étant donné que les différents intervenants sont plus là pour apporter un éclairage sur les questions qu'ils se posent, que les familles se posent certainement d'une autre manière, que les professionnels se posent d'une autre manière aussi, et c'est ensemble que nous verrons comment les choses aujourd'hui se passent et comment demain on peut peut-être les envisager. Salomé, à toi. Bonjour, j'ai aujourd'hui 44 ans et j'étais en ESAT depuis l'âge de 20 ans. Mon travail à l'ESAT consistait à faire de la préparation des couverts et des plateaux pour les repas des compagnies d'avions d'Air France. Lorsque j'étais en ESAT en 2013, j'ai constaté que l'association Air, qui essaye de trouver du travail pour des personnes comme moi, prendront un an. On a eu des réunions dans l'association pour parler avec d'autres jeunes adultes comme moi, déjà en milieu ordinaire. Pour pouvoir avoir un aperçu du travail en milieu ordinaire, ensuite Air a pris contact avec les AT, comme moi. Il y avait une place d'embauche au McDonald's de Boulogne. J'ai une période d'essai de 3 mois. Et le travail consistait beaucoup à du bureau, feuille de caisse, horaire pointé. La période d'essai réussie. Enfin, j'étais prête à travailler en milieu ordinaire. Pour cela, l'association Air nous accompagne lors d'une réunion de 2 heures chaque mardi. Nous parlons des difficultés que nous avons au travail et de l'amélioration des difficultés qu'on peut avoir dans les tâches.
On échange aussi pour savoir comment ça se passe avec les collègues, avec nos responsables de travail. Pendant la deuxième heure, nous faisons un atelier pédagogique sur un thème. Par exemple, comment se nourrir sainement, comment dormir bien, etc. Mon travail est un CDI nommé employé polyvalent et au début, je faisais soit des tâches de bureau, soit de la préparation de croque de monsieur, de distribution de jouets pour les enfants et de leur gonfler les ballons, de paille, serviettes aux clients et de l'orientation vers les caisses et les bornes, et aussi vers les salles pour manger. Mais depuis un an, les choses ont changé au McDo. Je suis à la recherche d'un emploi plus adapté. Je ne peux pas rester plus que 2 heures de suite à cause de mes problèmes lombaires et rotules. Il faudrait donc alterner la position debout-assis. Je sais lire, écrire, je parle un peu l'anglais, je suis très sociable, je n'ai aucun handicap au niveau de la communication avec autrui, je suis autonome dans les transports et dans la vie. Je trouve au début de l'adaptation au sein de McDo était mieux adapté que maintenant. Par rapport à mon handicap, je faisais des tâches au début que je ne fais plus aujourd'hui. Exemple, le travail de bureau aujourd'hui, mais toutes les autres tâches sont aujourd'hui d'actualité au sein du McDo. Par rapport à mon contrat de travail, il ne veut plus adapter la station mixte debout-assis. Ce qui a été mis en place a été accordé par la médecine du travail, dont le travail actuellement tout le temps debout est très dur. Ne peut plus faire le travail de bureautique, me dérange, car c'était une tâche que j'aimais beaucoup de faire et ce que j'aime, je ne fais plus. Alors, avantage du milieu ordinaire. Je trouve que c'est bien de travailler avec des personnes ordinaires car il y a une meilleure discussion avec des personnes avec un handicap. J'ai 2 collègues de travail qui ont compris que j'avais des difficultés. Ils viennent régulièrement me voir pour savoir si je vais bien et si j'ai besoin d'aide pour quelque chose dans mon travail. Ça me fait très plaisir d'avoir des collègues qui font attention à moi et qui me comprennent. J'ai beaucoup de temps libre dans la journée. Mon salaire n'est pas la même somme chaque mois et je touche une prime d'ancienneté qui me fait baisser mon allocation adulte handicapé. Je suis assez contente de mon travail actuel, sauf le problème d'être trop debout, car il est très varié et je rencontre beaucoup de gens et des enfants. Et même, je pratique mon anglais, ce qui valorise et tout le monde est content de moi. Je travaille 20 heures par semaine, je suis payée 650 € par mois et j'ai une allocation d'adulte handicapé qui est maintenant n'est que de 472 € par mois. Inconvénient du milieu ordinaire. J'ai beaucoup de temps libre par rapport à mes autres collègues. Je m'ennuie en dehors de mes horaires. Je n'ai pas beaucoup d'amis qui s'intéressent à ce que j'aime. Je trouve que le McDonald's, il n'y a plus de respect entre nous dans l'entreprise et qu'on nous parle de façon très agressive. Je trouve qu'il y a une façon de se parler et que l'on est quand même des êtres humains et que le respect est très important. Les personnes en situation de handicap sont plus sensibles que des personnes normales. Il faut leur parler doucement, calmement, bien articulé et peut-être expliquer plusieurs fois pour que la personne comprenne bien les consignes et ne pas parler trop vite. Disposez-vous d'un emploi qui pourrait me convenir à mes difficultés. Je vous en prie, mesdames et messieurs, d'agréer mes sentiments distingués. Eh bien, vous voyez, Salomé avait vraiment beaucoup de choses à nous dire. Merci, Salomé, de la part aussi donc des autres personnes qui sont avec une trisomie 21. On va donner la parole à Yann Echinard sur la question de l'accès aux droits. On a bien entendu l'accès aux droits donc en tant que permis de conduire, l'accès à différents droits. Ce matin, j'écoutais donc un témoignage d'Antoine dans le cadre de l'ONU en termes donc d'accès au droit de vote, même réclamant son dû donc du droit de vote, etc., etc.
Yann, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire depuis? Alors, on ne va pas remonter au calendrier grec, hein. Moi, je suis toujours très, très attentive. On est plutôt à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire demain plutôt que de voir tout ce qui s'est fait hier. On va juste quand même faire un tout petit flash sur la loi de 2005. Cette loi qui nous avait donc ouvert donc un champ, donc un boulevard magnifique sur les possibles. Où en est-on aujourd'hui après 12 ans sur justement cet accès au droit? Merci Nelly de me donner la parole et merci à vous et aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Juste pour vous dire d'où je vous parle, je ne suis absolument pas un spécialiste du handicap dans ma vie professionnelle, au sens où, en tant qu'universitaire, je suis spécialisé sur les questions de l'intégration économique européenne. Donc il n'y a aucun lien, sauf si, pour certains, appartenir à l'Europe constitue un handicap. Je vois que la salle apprécie mon humour, donc je vais continuer sur ce terrain-là. Mais au fil de ma carrière, du fait de la pathologie qui m'affectait, une myopathie des ceintures, j'ai commencé à rencontrer des difficultés dans l'exercice de mon emploi en tant que maître de conférence en économie. Et la loi de 2005 arrivait, et puis il y avait une charte université handicap qui était mise en place en 2007, et le président de l'époque de l'université m'avait sollicité pour que je sois chargé de mission handicap. Pour ne rien vous cacher, dans les premiers jours de cette sollicitation, j'avais un peu le sentiment d'être un imposteur, car je le redis, je me pensais être un spécialiste sur l'intégration européenne, mais loin d'être un spécialiste sur les questions handicap. Mais je sentais bien qu'il fallait relever le défi pour changer un peu la donne. Et vous pouvez voir que ce défi n'a pas été complètement remporté, puisque dans des locaux de l'université encore, des estrades, bien sûr qui incarnent la supériorité du savoir sur vous, rend l'exercice de cette supériorité du savoir difficile lorsqu'on est en situation de handicap et en fauteuil. Au passage, et je ferai le lien avec la question de la loi de 2005, il faut que vous sachiez que dans les diagnostics faits de l'accessibilité, les chairs ne sont pas traitées, parce que les chairs ne sont pas dans les décrets d'application de la loi. Les chairs sont en dehors de la mise aux normes. Et donc ce n'est que l'usage qui va faire qu'on va rendre accessibles les chairs. Vous rendez votre chair accessible, vous faites un diagnostic accessibilité, le diagnostiqueur ne mettra pas en évidence que votre chair est accessible. On voit là tout de suite les limites du droit. Le droit ne couvre pas tout. Et si Nelly nous projette, on voit vraiment son engagement fort sur ces questions, nous souhaite déjà nous projeter sur les changements qui vont transformer la société de demain. Eh bien, le premier élément, c'est que les premières leçons que l'on peut tirer de la loi de 2005, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur cette loi et qu'il y a encore un travail énorme de transformation de la société française et sans doute s'engager vers une loi nouvelle pour éviter ces problèmes de vide autour de la loi. Donc, première réponse de ma part, la loi ne résout pas tout, loin de là. Et même lorsque la loi est ambitieuse, et c'est là le rappel de la loi de 2005, qui est une loi tout à fait magnifique. Nous avions fêté avec l'ODPHI et Jean-Paul Goutenoir les 10 ans de la loi. On le rappelait, cette loi est vraiment très importante. Elle a marqué un moment de l'histoire française dans sa relation avec le handicap. Elle a marqué son histoire parce qu'elle a poussé à rendre les lieux accessibles, ce qui n'était pas tout à fait présent avant la loi de 2005. Pas forcément, bien sûr, sur le bâti nouveau. Il y avait déjà tout un arsenal juridique qui permettait de rendre accessibles des lieux nouveaux, mais les lieux anciens, les rénovations, ce n'est pas tout à fait pris en compte. Et là, la loi de 2005 crée cette obligation de rendre accessible le bâtiment. Ça peut paraître parfois un peu anecdotique de toujours entrer sur la question en lien avec le handicap et la société via le bâti. C'est pourtant central. Nous sommes là au cœur de la cité avec un C majuscule, et si cette cité n'est pas accessible à tous, alors nous avons une citoyenneté à plusieurs vitesses. Ne mettez pas la question de l'accessibilité comme anecdotique. Oui, ça c'est facile à faire. Non, c'est central, faire que la cité soit accessible à tous. Et c'est un vrai enjeu
de citoyenneté, rendre accessible. L'accessibilité est prise sous différentes formes dans la loi de 2005. C'est l'accessibilité au savoir et à la connaissance. Ce n'est pas l'universitaire que je suis qui va vous dire que ce n'est pas important. C'est également central. Accéder au savoir et à la connaissance. Faire un homme libre, faire un citoyen libre, plein et entier, avec une capacité de jugement, cela passe par l'accès au savoir et à la connaissance. Il faut attendre 2005, et Marie-Paule Balico ne va pas me contredire, il faut attendre 2005 pour qu'on rende obligatoire l'accès à l'ensemble des structures de l'éducation accessibles aux enfants et aux jeunes en situation de handicap. L'école ordinaire doit être accessible autant que possible aux enfants en situation de handicap. 2005. Il nous faut attendre 2005 pour que le législateur et donc la société française, à un moment donné, dise « Ah ben oui, il faudrait peut-être qu'on rende ce droit obligatoire, autant que possible ». Cette loi a transformé. On a été face à un choc démographique. Attention, hein, ne commencez pas à ronger votre frein et à vous dire on va le reprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les acteurs de l'éducation nationale se sont transformés du jour au lendemain pour accueillir l'ensemble des enfants en situation de handicap. On reviendra sur le temps d'adaptation de la société face à des lois ambitieuses. Et ce sera mon point de conclusion. Donc ça, c'est un point très important. Et on a vu ce choc démographique dans l'école. On l'a vu dans les collèges. C'est assez tubulaire, c'est ce que nous avait dit Pascal Mercier avec les statistiques de l'Académie de Grenoble. On pensait que ça allait s'effondrer. Vous me corrigez si je dis des bêtises, hein. On pensait que ça allait s'effondrer avec le collège unique, qui est assez discriminant, et les effectifs se maintiennent. Donc on a des réussites en termes d'intégration de la jeunesse dite différente dans le monde ordinaire. Et aujourd'hui, les universités, toutes les universités, ont des services accueil handicap, alors qu'avant 2005, ce n'était pas le cas, même si, et Marie-Paule pourra rappeler les avancées grenobloises sur le terrain. Nous n'avons pas attendu à l'Université de Grenoble pour accueillir les enfants, les jeunes, les étudiants en situation de handicap, mais la loi de 2005 l'a généralisée. Troisième point de cette loi, l'accessibilité à tous et à tout, c'est aussi bien sûr l'accès à l'emploi. Donc je ne vais pas trop prendre le temps de parole et surtout vous enlever des objets d'intervention de votre part, mais c'est un point très important, hein, l'accès à l'emploi. Cet accès à l'emploi n'était pas une nouveauté dans la loi de 2005. Ce n'est pas 2005 qui crée l'obligation d'emploi, c'est la loi de 1987. Mais la loi de 1987 qui avait créé l'obligation d'emploi dans le secteur privé et public, le législateur à l'époque, sans doute à un moment d'égarement, avait créé la contribution, si on ne respecte pas le 6%, avait appliqué la contribution au secteur privé, mais ne l'avait pas appliquée au secteur public. Un moment d'égarement, sans doute. Sans doute parce que, vous le savez, en France, la place du secteur public dans l'emploi est très faible. Il faut attendre. J'aime bien établir cette relation de connivence avec le public. Parfois, ça ne prend pas et on est mal. Là, apparemment, ça prend. En 2005, le législateur, qui n'était plus dans un moment d'égarement, et puis sans doute par les associations qui étaient un peu montées au créneau, j'imagine. Je regarde Nelly, elle hoche, je regarde Jean-Paul, il hoche de la tête, donc on est dans le juste. La loi de 2005 crée aussi la contribution dans le cadre du secteur public. Donc si le secteur public ne respecte pas les 6%, alors il devra payer sa contribution. Il y a eu quelques dérogations, car il y a le pouvoir de la dérogation. Certains ministères avaient réussi à négocier une dérogation qui, je crois, aujourd'hui n'existe plus, mais je laisserai l'éducation nationale intervenir sur ce terrain. C'est un point très important parce que l'accès à l'emploi fait partie, dans nos sociétés développées, un des outils de grande socialisation et de ne pas mettre à l'écart les personnes en situation de handicap du marché de l'emploi. Donc cette loi était très ambitieuse. Pour autant, dans l'ensemble de ces droits ouverts, il y a encore des blocages. Et donc je terminerai sur ce point.
J'espère avoir couvert à peu près l'accès au droit, de manière générale. Il y a encore des blocages. Et là, c'est mon grand discours de praticien du handicap à l'université. C'est très bien de toujours regarder la loi de 2005. C'est très bien de regarder les personnes en situation de handicap. C'est très bien de s'occuper de cette population, à peu près 10% de la société française. Mais si notre travail se réduit à prendre soin de ces 10%, je vous le dis très clairement, on se trompe de cible. Si nous voulons changer la société, si nous voulons que tous les acteurs de la société soient pleinement citoyens, alors il faut travailler les 90% restants. C'est tout le reste de la société. Si on ne travaille pas, si on ne fait pas un travail de fond avec les 90% restants de la société, alors on ne changera pas la société. Même une loi ambitieuse comme celle de 2005, nous avons vu le travail fait par Madame Campion, sénatrice, en 2013, qui constatait, après son tour de France, elle était venue à Grenoble, qui constatait que 20 à 30% des bâtiments publics étaient accessibles et qu'il restait 70% à faire, alors que le temps courait puisqu'on aurait dû réaliser ce travail en 2015. Pourquoi la société française n'a-t-elle pas, tel un seul homme, transformé le bâti public ? Parce que nous n'avons pas travaillé au corps les 90% de la société française. Parce qu'on a oublié que les acteurs peut-être élus n'étaient pas handicapés. Combien y a-t-il de députés français dans l'Assemblée nationale atteints de handicap? Je suis incapable de vous le dire puisque vous le savez, 85% des handicaps sont invisibles. Pour autant, ça m'intéresserait beaucoup de savoir qui est aux manettes dans les prises de décision dans l'ensemble des conseils municipaux français. Et alors c'est là que se joue la transformation de la société française. Donc une loi, aussi belle soit-elle, je pourrais continuer sur l'éducation nationale. C'est très beau de dire il nous faut intégrer les enfants en situation de handicap si la majorité de nos collègues dans les écoles n'ont pas suivi de formation permettant d'accueillir au mieux les enfants en situation de handicap. Donc ce n'est pas un article de loi qui fait société. Ça nous aide, mais ce qui fait société, c'est l'ensemble de la société française. Merci de votre attention. Merci Yann Echinard. Donc il a brossé les attendus de la loi 2005. On voit bien qu'il reste encore beaucoup à faire concernant cette loi de 2005. Mais il met en lumière donc quelque chose qui est fondamental, c'est le fait que mettre en avant les 10%, comme il dit, de la population en situation de handicap, et ici on parle de la trisomie 21, dans un mieux-être, dans des plus, je dirais, par rapport à ce qu'il vivait il y a 10 ans, ne serait-ce que 10 ans en arrière, c'est une bonne chose, mais en même temps, je dirais en même temps, et pas après, mais en même temps, faire avancer le fait que la société doit devenir de plus en plus inclusive, c'est vraiment donc le challenge qui est attendu suite à cette loi de 2005. On prendra peut-être les questions donc après. Ah, vous voulez la poser tout de suite. Alors, dans la mesure où on n'est pas à 3000, on peut effectivement donc prendre ce temps. Je vous en prie, je vous en prie. Par contre, présentez-vous de façon à ce qu'on sache si c'est une famille, un professionnel, etc. Merci. Bien, merci. Je suis Jacques Costil, je suis président de la FRT, parent d'un enfant avec une trisomie 21. Et j'ai été adjoint maire chargé du handicap dans une ville entre 89 et 95. Mais on parle de la loi de 2005, mais il y a eu la loi de 1976 avant. Et le problème de cette loi de 1976, ça a été que les décrets d'application n'ont pas été pris. Et c'est ça qui a fait qu'on a reculé et qu'on a dû refaire une loi en 2015. La réalité, elle est là. Et moi, je me suis pas occupé des décrets d'application dans cette ville nouvelle qui était en cours de construction, où des fonctionnaires chargés de l'urbanisme faisaient tout et n'importe quoi, des trottoirs à 12 cm, et j'ai fait tout raser, et j'ai fait remettre tout à niveau pour que les personnes en fauteuil
et ainsi que les poussettes et autres puissent rouler convenablement au passage des trottoirs et des passages piétons. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, monsieur, pour votre intervention. Effectivement, donc il y a eu la loi donc de 1975 aussi. Bon, mais c'est vrai qu'on n'est pas remonté trop loin. Alors, on va, merci en tout cas Yann de cet éclairage. On va parler donc de l'accès à l'éducation. Donc, prenez le micro. Qui démarre, monsieur Dourte? Alors, Alors, vous avez vu, hein, Yann Echinard vous a un petit peu titillé sur les plus et les moins de l'éducation nationale aujourd'hui. Gentiment, bah bien sûr, parce qu'on est des gens très civilisés, vous avez remarqué. Hein. Et donc, monsieur Dourte, à vous, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? J'ai envie de répondre à la question qui a été posée, qui était donc pourquoi suis-je scolarisé en Ulysse? Alors, la question exacte, pourquoi je suis allé en Ulysse? Et la deuxième question, pourquoi je ne peux pas passer le bac? Vous avez vu, vous faites un saut là, hein? Non, pas tant que ça d'ailleurs. Bon, alors, d'abord, effectivement, vous avez mentionné la loi de 2005, et la loi de 2005, elle a eu effectivement des effets, j'allais dire presque immédiats, quand même, il faut quand même le reconnaître. C'est vrai que l'éducation nationale est souvent mise en avant de manière pas toujours favorable. Il faut dire quand même que ça a été la première administration au sens large qui a été touchée par cette loi, peut-être la première à répondre aussi, et si on regarde bien le parcours durant ces 10 dernières années, je connais peu de lois qui, dans le cadre de l'éducation nationale, et je commence à travailler dans l'éducation nationale depuis quelques années, qui se soient appliquées aussi rapidement. Il faut quand même bien le reconnaître. Il y a certaines lois, notamment sur certaines innovations pédagogiques ou structures pédagogiques ou reconfigurations, que j'aurais bien aimé voir mises en œuvre avec autant de célérité. Donc, néanmoins, donc cette loi de 2005, qui au passage, je le signale, dont le concept a été repris dans la loi de refondation de l'école de 2013, qui met en avant une école inclusive en dépassant d'ailleurs le champ du handicap et en s'adressant aussi à tous les élèves, y compris, certaines études le montrent, ceux qui, pour des raisons souvent sociales, ont du mal à aller jusqu'à des certifications, mais donc étant ce concept comme étant véritablement l'objectif premier de l'éducation, c'est-à-dire d'être une école inclusive qui s'adresse à tous et qui a pour ambition de permettre à tous de réussir. La loi de 2005, elle a mis en avant que chaque élève, quelle que soit sa condition, avait le droit de fréquenter les structures de droit commun. C'est l'accessibilité dont vous avez parlé. Elle a mentionné le fait que tous les élèves avaient une école de référence, qui était l'école de référence d'un élève lambda, l'école de quartier, le collège de secteur. C'est un peu différent ensuite pour les lycées, l'organisation est différente, mais c'est le droit qui a été posé. Et je m'appuierai sur le graphique qui vous a, si vous étiez présent hier, qui a été projeté, qui montrait quand même qu'une évolution constante et importante du nombre d'élèves scolarisés en milieu ordinaire, on avait une courbe qui était très ascendante, alors que la courbe des élèves scolarisés au sein des établissements spécialisés était constante. Tout ça pour souligner que quand même les élèves sont de plus en plus présents dans les établissements spécialisés, dans les établissements ordinaires, je veux dire. Et vous le disiez, de plus en plus présents dans les établissements du second degré, c'est-à-dire que le taux d'augmentation, alors que des élèves étaient déjà, même avant la loi de 2005, intégrés à l'époque, dans des écoles ordinaires, donc un taux de présence d'élèves en situation de handicap dans les écoles élémentaires et maternelles, qui a augmenté depuis, mais qui était déjà relativement important. Il était quasi nul, il faut bien le reconnaître, dans le secondaire, et le taux important d'augmentation se trouve maintenant dans les collèges. Il va se poser, mais j'y reviendrai plus tard, la question des lycées, mais c'est aussi l'âge de la loi qui fait que, voilà, petit à petit,
étape après étape, on se pose des questions. La loi de 2005, elle a obligé à réfléchir à l'articulation entre deux concepts, le concept d'accessibilité et le concept de compensation. Se dire que la tâche de l'école, l'obligation de l'école, c'était de rendre accessibles les savoirs. Et donc c'est effectivement la question de la formation, on y reviendra après, des enseignants qui a été posée. C'est comment concevoir un enseignement qui s'adresse à tous et comment le concevoir en considérant que ces élèves sont des élèves comme les autres et peuvent bénéficier aussi de mesures de compensation qui peuvent aider à et qui vont demander une collaboration. C'est là où je voulais en venir, c'est que l'école s'ouvre à tous les élèves et l'école doit s'ouvrir aussi à des collaborations nouvelles. Collaboration avec les parents en tout premier lieu, et collaboration aussi avec des acteurs d'autres milieux, des milieux médico-sociaux, et il faut apprendre aussi à travailler ensemble. C'est pas inné, ni pour les enseignants, ni pour les acteurs du secteur médico-social. Donc ça s'apprend. Dans ce sens-là, je vous rappellerai qu'une convention, d'ailleurs, a été signée au niveau interacadémique, au niveau de la grande académie, au niveau de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pour but de renforcer d'ailleurs le partenariat entre l'éducation nationale et le secteur médico-social. Une des conséquences encore de la loi 2005, ça a été de créer des dispositifs qui vont permettre de diversifier les modes de scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc, la situation la plus ordinaire, on va dire, et je vais rappeler que c'est la plus fréquente, alors tout handicap confondu, c'est la plus fréquente rencontrée actuellement. Plus de 50% des jeunes donc en âge scolaire sont scolarisés dans des classes ordinaires. 25% à peu près. Je parle au niveau national, mais on retrouve ces statistiques au niveau académique, sont scolarisés dans des dispositifs spécialisés, et 25%, moins de 25% maintenant, sont scolarisés au sein d'établissements spécialisés. Donc, la grande majorité sont dans les classes ordinaires, au sein de groupes lambda, à tous les échelons de la scolarité. Parmi ces dispositifs, il y a un dispositif ULIS. J'y arrive. Donc les dispositifs ULIS sont des dispositifs qui existent à différents niveaux de la scolarité, des unités localisées d'inclusion scolaire, qui sont conçus, et le fait que le nom, et ça me donnera l'occasion peut-être de le rappeler, le nom est identique maintenant à tous les degrés de la scolarité. Les ULIS, on les trouve en école, on les trouve en collège, on les trouve en lycée, c'est le même intitulé. Ce sont des dispositifs d'appui à la scolarité. Ce sont des dispositifs qui ne fonctionnent pas d'une manière fermée sur eux-mêmes, mais ce sont des dispositifs qui vont permettre aux élèves de fréquenter une classe de référence qui est une classe ordinaire, effectivement en fonction chacun de leur intérêt, capacité, objectifs d'apprentissage, compétences visées, etc. Et puis de bénéficier de l'apport d'un dispositif spécialisé avec un enseignant spécialisé et aussi une auxiliaire de vie scolaire qui est dédiée au dispositif. Donc c'est ce dispositif d'appui, d'étayage, on va dire, de la scolarité, qui est mis en place de manière différente, mais à tous les échelons de la scolarité. Que ce soit en école, c'est le plus courant, que ce soit en collège, l'objectif qui était que une ULIS collège soit créée pour 2 ULIS écoles a été atteint. Maintenant, en tout cas, même dépassé dans le département de l'Isère, mais il n'y a pas forcément correspondance. Il ne s'agit pas de recréer des filières qu'on a cherché à détruire. Et ensuite, actuellement, on construit des ULIS dans les lycées, notamment dans les lycées professionnels. Donc ce dispositif d'étayage
Je rappellerai simplement qu'il n'est pas que l'orientation, ce qui était, me semblait un peu contenu dans la question, mais je ne sais pas comment il fallait la prendre, s'il faut la prendre comme une orientation positive ou pas. Ce n'est pas une orientation qui dépend de l'éducation nationale. Vous le savez certainement, c'est une orientation qui est décidée par les MDPH, par la CDAPH de chaque MDPH. Donc, c'est une aide. Donc, moi, je dirais pourquoi elle a été scolarisée en Ulysse, parce qu'à un moment donné du parcours, la commission et les membres de la commission et les équipes pluridisciplinaires qui ont étudié les dossiers ont estimé que ça pouvait être une réponse qui pouvait étayer et favoriser le parcours scolaire du jeune. Ce n'est pas une obligation. Je disais tout à l'heure que la loi avait 10 ans maintenant, et que la question d'actualité, on va dire maintenant, c'est de construire des solutions, des réponses suffisamment diversifiées pour pouvoir s'adresser à beaucoup de jeunes et qui vont conduire les jeunes aussi à la qualification professionnelle. C'est véritablement actuellement notre champ de réflexion le plus intense. C'est comment permettre à tous les jeunes, ou à un maximum de jeunes, d'acquérir des compétences qui vont véritablement leur permettre de s'insérer et professionnellement, nous avons eu un témoignage très important tout à l'heure, et professionnellement, et donc aussi socialement. Donc, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Les dispositifs Ulysse sont aussi une réponse, mais c'est une réponse parmi d'autres. Nous mettons en place, par exemple, des rapprochements, des collaborations entre les établissements spécialisés et l'éducation nationale, entre les IME et des lycées professionnels, pour pouvoir permettre aux jeunes de bénéficier des apports de l'enseignement professionnel et d'accéder à une reconnaissance de leurs compétences professionnelles acquises. Voilà, nous travaillons sur ce chantier-là de façon à diversifier. Il y a aussi, par exemple, en hiver, on ne sait pas trop comment l'appeler parce qu'on invente des dispositifs. Donc, c'est pas une idée, c'est pas une classe externalisée, c'est un dispositif qui concerne des jeunes accueillis en IME, mais qui est implanté au sein d'un lycée professionnel, de façon à servir de plateau pour pouvoir permettre aussi à des jeunes d'accéder à différentes formations. Donc voilà, on essaie, il n'y a pas de modèle, on est en train de les créer, et surtout notre souci, c'est de les créer de manière très diversifiée, et puis il n'y a pas une voie unique. Juste un mot sur la formation des enseignants. Il faudrait rappeler que les enseignants, c'est à peu près 1 million de personnes, donc effectivement, on ne les forme pas en très peu de temps. Ça prend du temps. Des actions sont mises en place. Je voudrais rappeler quand même que depuis l'année dernière, la formation continue a repris une place importante dans la formation des enseignants et qu'une part non négligeable de cette formation concerne la scolarisation des élèves en situation de handicap. Effectivement, ça sera toujours insuffisant. Avec ce regret que j'ai, moi, en tant qu'inspecteur ASH, c'est que parfois, je propose des formations et on propose des formations et que malheureusement, les personnes ne s'y inscrivent que lorsqu'elles sont concernées. Bon, c'est dommage. C'est mon combat quotidien de dire allez-y, venez, même si vous n'êtes pas concernés, dans l'immédiat. Alors après, effectivement, quand elles sont concernées, on nous appelle à l'aide très vite. Et on essaie d'y répondre dans l'urgence, un peu, souvent, mais je pense, j'espère en tout cas, que petit à petit, l'ensemble des acteurs du système scolaire vont comprendre que cette formation fait partie de la formation initiale et continue d'un enseignant lambda dans une classe lambda. Voilà, c'est mon souhait, on essaie de travailler. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Camille. Je voudrais réagir à ce que vous dites, parce que j'ai fait un cursus scolaire ordinaire, et actuellement, depuis 2012, je travaille en ESAT.
Et je voudrais réagir parce que j'ai fait un cursus en lycée hôtelier. Je suis diplômée, j'ai 3 diplômes en cuisine et j'ai acquis des compétences par rapport à la cuisine. Et actuellement, par rapport au travail que je fais, c'est vraiment très compliqué car je plie des cartons. Je plie des cartons. Merci de votre intervention. Voulez-vous réagir, Monsieur Dours ou Madame Balico? J'ai aussi suivi une formation grâce à Monsieur Bugli qui s'appelle Tremplin H Pro, qui m'a beaucoup aidé. Mais effectivement, alors après, on est sur un autre versant qui est que la société reconnaisse aussi des compétences à tous les acteurs de la société, à tous les membres de la société. Je ne vais pas tirer la couverture à moi, mais moi je suis content que l'éducation nationale vous ait permis de vous accompagner jusqu'au diplôme. Ça répond à la question du bac, hein, c'est-à-dire que pourquoi ne passerait pas le bac ah non, je ne vois pas pourquoi on ne passerait pas le bac, si on peut passer le bac, enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Les textes de loi sont très clairs là-dessus, il n'y a pas d'interdiction de passer le bac à qui que ce soit. Après, effectivement, il y a le problème, et peut-être que c'est un des champs, mais je pense qu'on en parlera aussi, c'est comment accompagner les jeunes vers l'emploi. Passer le stade de la certification, c'est accompagner les jeunes vers l'emploi. Ça, c'est un autre stade. L'éducation nationale, pour l'instant, il faut reconnaître que l'éducation nationale s'est peu intéressée à la suite. Pas peu au handicap, ça j'aurais pu, mais peu à la suite. Je voudrais excusez-moi 2 secondes. Je voudrais juste donner la parole à Monsieur Bugli, dans la mesure où elle a cité Monsieur Bugli pour qu'il puisse lui répondre en direct, et on vous donnera la parole. Merci. Donc pour préparer cette journée, j'ai fait la liste un peu de, on va dire, de tous les dispositifs qui existent, et je vous promets qu'il y en a une bonne dizaine. Et la logique du parcours m'est apparue, on va dire, essentielle au niveau des personnes en situation de handicap. Et le deuxième point qui me paraissait aussi important, c'était la notion de lisibilité. J'ai entendu ce que nous dit monsieur le inspecteur d'académie ou recteur d'académie sur les différents, on va dire, modalités que l'éducation nationale met en place. Le constat que nous on a fait, puisque à FIP Emploi Compétences, on a associé, on va dire, 2 concepts. C'est la reconnaissance des compétences des personnes, et là on a un vrai travail de fond, parce que comme dit Camille, elle a des compétences, et elles ne sont pas reconnues aujourd'hui dans la société, mais nous, professionnels, nous ne savons pas non plus les transmettre correctement. Et le deuxième point qui nous paraissait important, c'était l'emploi, c'était l'accompagnement à l'emploi. Et si ces 2 notions ne sont pas rapprochées, eh bien on se retrouve dans des situations comme Camille, qui va avoir des capacités, qui a des diplômes, et ça c'est vrai, qui a des compétences aussi, une différence aussi qu'il y a entre le diplôme et la compétence, et pour lequel aujourd'hui elle n'a pas sa place véritablement dans l'entreprise. Alors, au niveau de l'éducation nationale, c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de mettre en place des partenariats. Les partenariats, ils se font à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le premier partenariat, c'est déjà d'accompagner les professionnels de l'éducation nationale. Nous sommes référencés H+, il y a le concept H+, qui existe pour les écoles, donc elles sont bien souvent référencées H+, par contre les professionnels ne sont pas formés. Ils vont vous expliquer qu'ils connaissent le handicap, ils ne connaissent pas le handicap. Ils vont vous expliquer ils ont une appétence pour le handicap, par contre ils ne l'ont pas. C'est notre rôle, et nous, en tant qu'AFIP Emploi Compétences, on est experts sur la plateforme H+. Chaque année, on forme les professionnels de l'éducation nationale, dans les centres de formation, les CFA, à la connaissance du handicap. Alors, on forme. Chaque fois qu'on fait une formation, je vous rassure, et vous l'aviez dit à juste titre, on a 20 candidats sur le département, 20 professionnels. Donc là, il y a un vrai travail de fond à communiquer en interne au niveau de l'éducation nationale pour qu'on puisse leur transmettre véritablement les signes, les indicateurs qui permettent de faire des adaptations pédagogiques permanentes. On a travaillé, il y a maintenant, ça fait, Jean-Paul Goutoir m'a repris il n'y a pas longtemps à la région, maintenant ça fait 17 ans, on fait des adaptations pédagogiques avec l'IMT, avec les CFA. On commence avec le Greta, on a formé
on a accompagné 500 jeunes à des titres et des CAP. Ces adaptations pédagogiques, elles sont essentielles. Ces jeunes, on suit des cursus classiques, hein, comme tout gamin, dans n'importe quelle, on va dire, filière. Ils les suivent. Par contre, on les reprend le lundi ou le mardi matin pour réadapter leurs cours, pour reprendre avec eux les cours qu'ils ont eus durant la semaine. Si on ne fait pas ça, il est clair qu'à un moment donné, on va décrocher. Alors on va être content, on aura mis des personnes dans des classes, on aura fait, je ne vais pas dire de l'affichage parce que ça serait péjoratif, on aura fait un travail, mais on ne sera pas allé au bout. Et ce travail, il faut le faire jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est continuer à mettre des adaptations pédagogiques pour que justement ces jeunes ne décrochent pas. Hein, ça, c'est important. Il nous faut un deuxième élément, il nous faut mettre en place ce qu'on appelle des pédagogies adaptées. Une pédagogie adaptée, si elle n'est pas mise en place, il est clair qu'à un moment donné, on va perdre le jeune dans son cursus. Nous avons des pédagogies adaptées où des jeunes qui ne maîtrisaient pas forcément les mathématiques, des jeunes qui n'avaient pas accès à la lecture, ont accès aux mathématiques, ont accès à la lecture. Nous avons des méthodes comme Ramin. Aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion, mais des jeunes filles vous diraient « je ne savais pas lire ». À 31 ans, j'ai découvert la lecture alors que j'ai fait tout un cursus scolaire classique. Donc, on a aujourd'hui des techniques, on a des pédagogies adaptées, on peut rendre accessibles certains domaines. Donc ça, je crois que ça, c'est du champ, on va dire, de l'éducation, c'est du champ de l'apprentissage. Après, on a un travail à faire. On a un travail à faire très important, c'est qu'aujourd'hui, on démarre avec un CAP. Les qualifications, c'est le CAP. Entre-temps, il n'y a rien. C'est soit vous avez un CAP, soit vous n'avez rien du tout. Et tout le travail qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui sur l'ISER et au niveau de la fibre emploi compétences, c'est de faire en sorte que les travailleurs qui sont en ESAT ou autres puissent avoir, on va dire, une progressivité. Aujourd'hui, vous avez le CPF, vous avez le compte personnel professionnel, donc qui est devenu le CPA, où il donne accès à la formation au niveau des travailleurs. Et avec ce niveau de progressivité, ils ont accès à une VAE. C'est-à-dire que grâce à la VAE, elle doit être partielle ou totale, ils peuvent obtenir des CAP. Alors on va leur demander un CAP comment ? Simplement en maîtrisant le poste de travail. On ne leur demande pas d'écrire, on ne leur demande pas de faire des rédactions, on va vérifier si la compétence au poste de travail est acquise. Si la compétence au poste de travail est acquise, ils ont droit au CAP. C'est tout le travail et c'est tous les enjeux qu'on a aujourd'hui à mettre en œuvre ces dispositifs, mais il faut le faire par schéma de progressivité. Alors on travaille avec le GRETA aujourd'hui, on travaille avec aussi les IMT, on va travailler avec les CFA et on met en place ces progressivités. Ils vous expliquent, les professionnels, que ce soit du GRETA, que ce soit des IMT, nos étudiants, parce qu'on va les appeler comme ça, nos étudiants, nos stagiaires, c'est des êtres extraordinaires. Ils disent, ils ont envie d'apprendre. Contrairement à des gamins qui vont faire des CAP, où il faut les maintenir, essayer de leur donner une motivation. Eux, ils viennent, ils sont motivés. Il y a 2 jours, j'avais une professeure qui est venue me voir, elle me dit, M. Bugli, c'est génial, on vient de former des travailleurs. Elle me dit, j'ai dit à tous mes collègues, monte le niveau. On avait une fausse idée de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, vous voyez dans les yeux, vous voyez, ça pétillait, il y avait une envie. Donc, on se voit qu'il y a un potentiel qu'on peut atteindre, on va dire des capacités et des certificats, on va dire soit des titres, soit des CAP. Et je crois qu'à partir de là, on peut avancer. Après, c'est l'employabilité. L'employabilité, pareil, j'ai passé quelques années en ESAT, on a fait de l'inclusion, on a travaillé avec les entreprises. Les entreprises, au départ, elles ont des freins, elles ont des peurs, elles ne connaissent pas. Mais je vous promets, quand vous allez les voir et que vous avez passé, on va dire, le cap de la méconnaissance, lorsqu'ils vous expliquent l'expérience qu'ils ont eue avec les personnes. Nous, on a eu des personnes, on a encore des équipes chez Caterpillar. Ils vous disent une chose, il y a un endroit où on passe systématiquement quand on a des visiteurs nationaux ou internationaux, c'est là où vous avez des travailleurs. Ils sont toujours souriants, ils sont toujours au travail et c'est toujours nickel leur travail. Et je crois que c'est véritablement ces éléments qu'il nous faut avoir en tête pour qu'on puisse justement faire passer. Et ça, on ne sait pas faire. Alors, le lien entre la compétence et le travail, c'est qu'on est incapable aujourd'hui de dire quelles sont les compétences de nos personnes. On est incapable. Donc le travail qu'il y a à faire, c'est de dire quelles sont les compétences transférables. Quand vous avez une Camille qui est capable d'être à l'accueil, ça veut dire que demain, elle peut faire autre chose,
mais cette compétence d'accueil, c'est-à-dire de relation avec les autres, doit être transférable. On n'a rien, on ne laisse rien aux entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle va vous dire, très bien, le poste évolue, mais je ne connais pas la personne, je ne sais pas comment la faire évoluer. Et je crois que c'est là où on a un travail à faire, justement, sur les transferts de compétences et de rendre ces lisibles. Et où on se doit de créer ce qu'on appelle ces passeports de compétences pour que l'entreprise puisse, à son tour, elle aussi, faire évoluer le poste en connaissance de cause. Voilà. Vous avez vu avec quelle énergie donc il prône les compétences des travailleurs en situation de handicap. Madame, vous avez donc la parole pour votre question. Oui, alors je suis maman d'un jeune homme de 14 ans, donc ça fait 11 ans que je suis en échange avec l'éducation nationale. Il a eu un parcours primaire, scolaire en ordinaire, très bien. Inclusion, très bien. AVS, on passe le sujet par rapport aux formations et au public. Donc pour le collège, j'ai fait le choix et on a fait le choix, on a dit allez, on va voir l'Ulysse. Usine à gaz. Usine à gaz, personnel toujours pas au point, toujours pas formé, toujours pas de coordination très correcte. Mais on fait avec et tout le monde tricote avec. Voilà. Par contre, ça fait 11 années que je rencontre des enseignants qui vont être pour certains très volontaires. Ça a toujours mieux fonctionné avec ceux qui disent « je ne sais pas faire » qu'avec ceux qui disent « youpi, on va faire un travail sur la différence, zéro retour ». Mais ceux qui expriment leurs difficultés, ça fonctionne mieux. Mais depuis 11 ans, il n'y en a aucun qui connaisse l'INSHEA, et nous, parents, on connaît. Alors je pense que l'éducation nationale a un vrai travail à faire là-dessus, de communiquer auprès de vos millions d'enseignants pour qu'ils aillent chercher des ressources là où elles existent. L'INSHEA, je pense que voilà, vous savez très bien ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. J'ai passé un an. Donc, je connaissais bien. Peut-être le préciser. C'est pas la seule source d'information. Monsieur Dourte, il faudra le préciser, ce que c'est. C'est pas la seule source d'information. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent être trouvés, par exemple, sur EduScol, qui est une émanation du ministère de l'Éducation nationale, et vers lequel se tournent plus spontanément les enseignants. Et EduScol s'enrichit aussi de communication de l'INSHEA. Je voudrais laisser répondre sur l'idée. Madame Balico. Oui, juste quelques mots sur la formation des enseignants. Alors mon collègue disait tout à l'heure, parfois des stages s'ouvrent en formation continue et on ne trouve pas le public. En formation initiale, ce n'est pas le cas. Alors vous savez, moi je travaille, je suis en poste dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation, donc nous formons tous les enseignants du premier et du second degré, donc ils destinent aux écoles, au collège, au lycée. Tous ces jeunes enseignants auront, dans leur formation initiale, une formation autour du handicap, autour de l'inclusion scolaire. Alors, je ne vous dis pas que c'est l'essentiel de leur formation, nous ne formons pas des enseignants spécialisés, mais en revanche, tous ont des modules qui vont les faire réfléchir, élaborer des programmes, des séances, en première et en deuxième année. Donc on les forme maintenant au niveau du master, les enseignants, les à Bac+5, comme les ingénieurs, c'est des gens qui ont une formation de haut niveau. Donc on leur fait ces modules, et en deuxième année, ils sont stagiaires, nos jeunes. Donc ils sont la moitié de leur temps dans une classe, à l'école élémentaire, à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, et le reste du temps à l'école supérieure du professorat de l'éducation. Un nombre considérable, je dirais quasiment tous pour les professeurs du premier degré, et un nombre assez important parmi ceux du second degré ont des élèves en situation de handicap dans leur première classe, leur classe de stage. Ce qui fait que dès cette première année, au moment où vraiment on travaille sur la découverte, l'apprentissage du métier, ils sont en responsabilité la moitié du temps. On essaye d'accompagner la façon dont ils vont pouvoir travailler avec ces élèves qui ont des besoins particuliers. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la formation? Je suis toujours dans la formation initiale. D'une part, on leur parle du contexte. Il faut qu'ils connaissent le réglementaire. Un enseignant, c'est un fonctionnaire, il faut qu'il sache dans quel monde il va vivre, le monde professionnel il va vivre. Et puis, on leur fait découvrir ce que sont les besoins et comment on analyse les besoins des élèves. C'est là-dessus qu'on va travailler de façon privilégiée. C'est vraiment la base aujourd'hui de la formation qui va leur donner un minimum, on est bien d'accord.
Mais ensuite, quand ils vont se retrouver en poste, ils ne sont pas tout seuls. Ils vont se retrouver quand même étayés par les circonscriptions, les équipes ASH, adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés, tout près d'eux. Et on espère qu'avec ça, ils vont pouvoir construire des compétences. Ensuite, il y a d'autres formations qui existent, qui sont là des formations spécialisées. On forme encore des enseignants spécialisés. Jusqu'à aujourd'hui, soit du premier degré, soit du second degré. On ne va pas rentrer dans les détails, ça va changer. À partir de la rentrée prochaine, les enseignants du premier et du second degré auront la même formation, avec des modules différents. Mais l'idée, c'est quand même bien d'accompagner ce que M. Dourte a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école maternelle, en élémentaire, au collège et maintenant au lycée. Et qu'il faut que les enseignants soient capables aussi de comprendre, avec les mêmes mots, avec les mêmes outils, la progression de tous ces enfants. D'ailleurs, dans la loi de 2005, un des résultats, ça a été aussi que jusque-là, on n'avait pas pensé à fabriquer des enseignants spécialisés du second degré. Il a fallu attendre 2007 pour qu'on se dise, tiens, il va peut-être y avoir de plus en plus d'élèves handicapés à l'école, puis au collège, peut-être au lycée. Tiens, et si on formait des enseignants spécialisés? Donc vous voyez, il y a aussi, les choses évoluent aussi à ce rythme-là. Alors je ne sais pas combien on en a aujourd'hui, mais par exemple, moi je travaille beaucoup dans le second degré. C'est vrai que dans les lycées professionnels, quand on a 1, 2, 3 collègues maintenant qui sont formés avec cette certification, ils sont aussi les moteurs dans leur établissement. C'est-à-dire qu'il y en a un d'entre eux qui va plus précisément coordonner souvent l'ULIS, et puis d'autres collègues qui sont capables de parler avec l'ensemble des enseignants de l'établissement, d'amener des ressources, de mobiliser des partenaires qui connaissent le milieu professionnel, le milieu de travail également. Et c'est tout ça aussi qui fait réseau. Et ça, c'est dans les compétences des enseignants spécialisés, être capable de travailler en partenariat. Et puis, puisque j'ai le micro, je vais rajouter une chose depuis l'université. Parce que nous, là, on est en train de parler de la formation des enseignants, mais il n'y a pas que là qu'il faut qu'on introduise un certain nombre de formations qui permettent d'améliorer l'accueil, l'accompagnement, le vivre ensemble de toutes les personnes qui peuvent, par exemple, fréquenter des installations culturelles, etc. Je vais prendre un exemple. Dans un Master 2... Donc juste un, parce que la salle voudrait avoir la parole. Un exemple. Une minute. Donc, même pas. Un Master 2 qui forme des médiateurs culturels et scientifiques. C'est des gens qui montent des expositions, qui accompagnent les publics dans des installations. Voilà. Et bien, par exemple, ces personnes ont maintenant, on a une vingtaine d'étudiants dans ce domaine, une séance qui est consacrée à l'accueil de publics à besoins éducatifs particuliers. Éducatif, c'est bon. Jusque-là, ils n'avaient jamais entendu parler de ce qu'on pouvait mettre en place, facile à lire et à comprendre. Et bien peut-être que la prochaine fois qu'ils vont monter un événement, ils y penseront. Eh bien, je suis ravie d'entendre ça, surtout en tant que présidente de l'Office départemental des personnes handicapées qui dispense cette formation de facile à lire et à comprendre. Je voudrais vous le dire. Juste vous dire, madame, oui, pour avoir été enseignante en sciences fondamentales, mais avoir voulu faire passer ces sciences fondamentales aux gens qui seraient professeurs des écoles, nous avons monté à l'université des cours et j'ai donné des cours sur la trisomie 21, sur le sommeil, sur un certain nombre de choses. C'est magnifique ce que vous dites, mais qui sait que l'INSERM a fait une évaluation, une expertise de la déficience intellectuelle et des mesures d'urgence à prendre. C'est un livre de 1100 pages. De ce livre de 1100 pages, j'ai fait une série de cours pour des personnes dans le cadre de la formation permanente, une série de cours pour montrer que les déficiences intellectuelles, elles sont différentes, multiples. Quand vous dites
et c'est très bien de former des gens, mais aujourd'hui, les gens ne sont pas formés sur les mesures à prendre, sur les déficiences intellectuelles et sur la suite. Maintenant, au sujet du travail, vraiment pas du tout formés. La trisomie 21, ils vont encore avoir je ne sais pas combien de déficits et pas de compétences. De plus, au niveau du travail, qui fait des formations pour les personnes qui ont plus de 25 ans? Comment fait-on? Ma fille est partie parce qu'elle ne pouvait pas entendre tous ces discours très compliqués et je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes qui sont là avec une trisomie 21 comprennent tout ce que vous dites. Ça aurait été un tout petit peu en FALC, ça aurait été aussi très intéressant. Pour nous tous, parce qu'on apprend beaucoup à synthétiser en FALC. Donc l'apprentissage d'un autre métier. On a tous le droit d'avoir envie d'un autre métier. Comment une personne en situation de handicap, qui est en ESAT ou qui est en milieu ordinaire, peut changer de métier parce qu'elle peut se découvrir de nouveaux goûts. Alors, tout n'est pas mauvais. Salomé, que vous avez entendu, quand elle avait 20 ans et que j'ai voulu aller lui faire une formation, donc on a été à la Cotorep à l'époque, et la personne de la Cotorep m'a dit « Madame, elle ne sait pas écrire, donc elle ne peut pas avoir de formation. » Vous avez vu le résultat. Elle ne sait pas bien écrire, mais elle écrit très bien sur son téléphone portable. Donc, vous avez réussi. Mais je crois que tout n'est pas aussi rose que vous, dans vos postes, vous le dites, pour les personnes qui, dans cette salle, sont là. Et comme la demoiselle l'a dit, elle cherche un travail compte tenu de ses compétences. Et ça, ce n'est pas évident. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle concernant l'éducation et l'emploi? Yann et Chinard voulaient intervenir. En fait, c'est juste une précision que je veux donner par rapport à ce que Jacqueline disait. Le rapport de l'INSERM sur les déficiences intellectuelles, il fait effectivement 1100 pages et il paraît inaccessible. Mais il y a quand même une version résumée avec les préconisations qui ont été données par tous les experts du panel de l'expertise et qui est quand même du coup... Oui, mais regardez ce qu'il y a par exemple sur le calcul et l'autonomie. Donc, toutes les déficiences intellectuelles, et on en apprendra des choses extraordinaires que moi-même je ne connaissais pas. Et pourtant, je suis dans le monde du handicap. Merci de ces informations. Elles seront donc bien entendues et certainement mises donc à profit. Oui, moi je voudrais poser, pas une question, mais peut-être un commentaire et puis attendre un peu vos positions par rapport à ça. Je crois qu'effectivement, pour travailler quand même depuis 1962 dans le monde de l'éducation et avoir fait pas mal de choses dans le cadre de l'intégration, soit scolaire, soit professionnelle, et la loi 2005, j'en conviens avec vous tous, a été un formidable tremplin pour l'inclusion scolaire de l'ensemble des enfants, quel que soit leur âge, quel que soit leur handicap surtout, parce qu'on a eu des domaines d'inclusion, souvent en fonction de certains handicaps qui étaient jugés comme de bons handicaps, d'autres moins bons. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tous les enfants sont inclus à l'école ordinaire. Je voudrais rappeler quand même que sur le plan de la trisomie, ici, il y a eu des laboratoires d'idées, notamment sur Grenoble, avec les fameuses classes intégrées, ou les classes qui étaient en même temps, qui ont formidablement bien marché. Moi, ma question est, quelques 50 ans plus tard, peut-être, mon histoire dans ce métier d'éducateur, de directeur d'établissement autour de ce truc, c'est comment les institutions vont commencer un jour à travailler ensemble. Parce qu'on entend un tas de choses intéressantes. L'éducation nationale a fait énormément de progrès. Le monde du handicap, le médico-social a aussi progressé dans le domaine parce que tout le monde se tournait le dos il y a quelques années. La médecine a aussi évolué. On est aujourd'hui entre le médico-social et le sanitaire, etc. Et c'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits. Mais enfin, quand est-ce qu'on va commencer à ne pas s'opposer, ne pas se dire on est meilleur que les autres, mais à travailler ensemble? Voilà. Mon souci, il est là aujourd'hui. Comment peut-on travailler ensemble? Peut-être que cette question, on la garde pour la fin, parce qu'effectivement, moi, mon souci, c'est de faire du lien entre tous ces intervenants et que vous en fassiez quelque chose, même si vous n'avez pas saisi toutes les subtilités des uns et des autres, parce que chacun connaît bien son domaine, mais en fait, en tant que famille ou en tant que personne concernée par la trisomie 21, comment, quand on rentre chez soi, on peut s'approprier tout ce qu'on a entendu? Yann voulait intervenir. Non, je voulais juste, en réaction à une des interventions de la salle,
on ne cesse de parler du handicap, alors que le handicap, c'est un monde à part entière. Le handicap est multidimensionnel. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité quand on aborde la question du handicap dans la transformation et dans l'adaptation d'un corps, en l'occurrence le corps de l'éducation nationale. Nous avons réalisé un documentaire sur l'école pour tous, qui était vraiment, je pense, très intéressant parce qu'il faut se mettre aussi à la place de l'enseignant qui, lui, n'a pas bénéficié, puisqu'il y a tout un stock d'enseignants qui n'a pas pu bénéficier de ces formations initiales, comme les présentait Marie-Paul, et cet enseignant doit être en capacité de tout savoir sur un enfant trisomique. Ici, dans cette salle, je ne suis absolument pas spécialiste de la trisomie, mais est-ce que ici, quelqu'un peut me dire de manière très didactique ce qu'est l'enfant type trisomique? Merci, madame. Merci, madame. Merci. Donc, mettez-vous à la place des enseignants qui doivent se coller potentiellement à tout type de handicap. Voilà. Merci. Si je peux faire... Attendez, il y a quelqu'un. On passe déjà donc à la question de monsieur. Madame, vous aurez la parole. Oui. Monsieur ? Oui, j'ai une remarque, une question, mais ma remarque va un peu venir après ce que vous dites. Je crois qu'il faut pas, il n'y a pas une pédagogie du handicap et une pédagogie du handicap. Je crois que, en plus, les enseignants, quand ils auront une bonne pédagogie du handicap, justement, ils feront beaucoup de progrès pour les autres. Nous, personnellement, grâce à François et ce qu'on a appris avec François qui est là, son frère aîné, que l'éducation nationale destinée à un bac plus 1,5, a fait une grande école. Hein, oui. Quand il était en terminale, il n'avait strictement aucun avenir d'après l'éducation nationale. Avec ce qu'on avait appris pour François et ce qu'on avait conçu, il a fait l'ENAC. Hein, bon. Donc ça, c'est un détail. Donc, ce qui prouve que c'est juste pour dire qu'en travaillant avec nos enfants, apprendront beaucoup de choses à l'éducation nationale. Ça, mais ma question, qui n'a rien à voir avec ça, qui est peut-être une très très mauvaise question, mais j'ai toujours entendu dire qu'il y avait une cogestion entre les syndicats et le ministère sur l'éducation nationale. Quelle est la position des syndicats sur le handicap? J'ai pas toujours eu l'impression qu'elle était très favorable. En discutant avec les enseignants, c'était mon impression. Et d'autre part, le système de nomination avec des points qui ne tient aucun compte du contexte dans lequel va atterrir l'enseignant me semble pas très favorable. Nous, on a eu un exemple, alors c'était avant la loi de 2005, où les parents avaient préparé avec l'école une intégration. Eh bien, l'enseignant a changé pendant les vacances. Le nouvel enseignant est arrivé, a regardé l'enfant, a dit « je veux pas de ça ici, dehors ». Pof, clac, terminé. Hein, donc, je voulais savoir quelle était un peu la position des syndicats et comment on pouvait articuler ça de façon un petit peu plus harmonieuse. Moi, je ne vais pas pouvoir, pour deux raisons, je vais pas pouvoir vous répondre au nom des syndicats. Hein. C'est l'éducation nationale, je ne me permettrai pas de déformer leur pensée. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous parlez de mesures ou de manière d'administrer les nominations au sein de l'éducation nationale, je ne me permettrai pas de répondre non plus, surtout en cette période de PSAP qui est par un climat, des élections. Normalement, c'était bien un devoir de réserve sur certaines questions. Donc, je vais la respecter. En revanche, ce que je vais retenir de votre intervention, c'est le fait qu'effectivement, l'approche pédagogique que nous préconisons n'est pas une approche par type de handicap, mais bien une approche qui se fixe pour but d'analyser les besoins des enfants, quels que soient les handicaps. On va retrouver des enfants qui ont des difficultés de différents ordres, mais qui ont les mêmes besoins. Et c'est là, dans les adaptations, on va réfléchir avec, je vous rejoins totalement, cette idée que ce que nous préconisons, ce sur quoi nous réfléchissons pour les élèves en situation de handicap, va être utile pour d'autres élèves. C'est bien aussi tout le sens de l'école inclusive qui est élargie, qui ne concerne pas que les élèves en situation de handicap. On en est tous bien convaincus, et c'est une
penser qu'on essaie de diffuser au maximum, et lorsqu'effectivement on a pu accompagner les enseignants, ils en sont aussi totalement convaincus. Par rapport aux situations, ensuite, aux réflexions que vous avez pu entendre, je conçois qu'elles sont inadmissibles, je partage totalement avec vous. N'oubliez pas qu'il y a des hiérarchies dans l'éducation nationale qu'on peut interpeller et qui interviennent si on les interpelle. Alors, je m'excuse, mais il y a une dame qui avait demandé la parole, donc au milieu de... Non, je ne répondrai pas d'abord parce que je ne suis pas sûr que toutes les organisations professionnelles aient la même position. Que je ne connais pas, je ne pourrais pas vous réciter les positions de chaque organisation professionnelle. Et puis non, il fallait inviter un membre... Voilà. Donc, je vous rappelle que nous avons encore une thématique à aborder. Donc, madame voulait intervenir. Non, c'est bon? D'accord. Bien, voilà donc sur l'accès à l'éducation. Est-ce qu'il y a encore une question qui vraiment vous brûle les lèvres concernant donc l'accès à l'éducation ou nous... Oui, madame? Ah, c'est Sophie. Sophie. Bonjour. Il se trouve que je suis à la fois, j'ai une double position de parent et d'enseignante. Donc c'est bien aussi, cette double position est un peu compliquée, aussi bien auprès des parents qu'auprès des enseignants, puisque je défends les deux de chaque côté quand je suis dans un clan ou dans l'autre. Simplement, je voulais dire que quand on est parent d'un enfant handicapé, on s'aperçoit que ces histoires, c'est des histoires de rencontres dans la vie. Vous rencontrez des gens formidables, vous rencontrez des gens qui sont moins formidables. Et pour les enseignants, c'est pareil. L'aventure de nos enfants, la scolarité de nos enfants, elle est constituée de ça, de toute leur vie, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau des gens qu'on rencontre dans le médico-social, etc. Donc, on ne peut pas faire de généralité. Il y a des gens formidables dans l'enseignant. Et les enseignants, il faut quand même vous rendre compte que depuis 2005, on leur demande des efforts d'adaptation absolument incroyables. Alors, il y en a beaucoup qui essaient de jouer le jeu. On leur demande... Enfin, autrefois, les enfants, ils étaient quand même dans des établissements, on les cachait, on les mettait pas, ils n'étaient pas scolarisés. Donc, en l'espace de quelques années, on a demandé aux gens de changer complètement leur manière de faire. Alors, c'est une longue machine qui se met en route. La plupart d'entre eux font des efforts. Il y en a encore qui sont réticents. En ce qui concerne les positions des organisations syndicales, je ne peux pas répondre au nom des collègues, il se trouve que je suis impliquée dans un syndicat, donc je ne dirai pas le nom, qui lui favorise ce genre de choses depuis longtemps. Mais il y en a qui sont plus réticents, c'est certain. Mais je pense que c'est en arrivant, en étant persuasif, c'est la peur. De toute façon, on sait tous en ce moment qu'on vit aussi dans une époque de peur. Et c'est aussi la peur qui fait que les gens reculent, n'osent pas, etc. et ont des attitudes de rejet. Donc je pense qu'en essayant de vaincre la peur, on arrivera à faire avancer les choses. Bien, merci Sophie. Au niveau, je voulais juste dire un tout petit mot, donc, non pas de conclusion, mais en tout cas d'aperçu de ma part. Concernant l'accès à l'éducation, on voit bien que donc, l'éducation nationale s'est mise en marche et donc évolue au fur et à mesure aussi. Si. Mais c'est pas des blagues. On le voit bien, en tout cas, dans les balbutiements qui ont lieu à droite et à gauche. Voilà, je pourrais continuer longtemps comme ça. Mais je vais m'arrêter là, même si c'est un samedi après-midi, il faut bien quand même se détendre un peu. Alors pour... Juste un mot pour dire qu'effectivement, moi je crois, c'est pas une plaisanterie, mais que l'éducation s'est bien mise en mouvement. Vous avez vu, elle m'a pas raté. Hein. Mais alors, tout n'est pas parfait et on n'a jamais dit que tout était parfait et qu'il ne restait pas du chemin à parcourir. Il reste du chemin à parcourir. Il reste des enseignants peut-être à convaincre encore. La loi est là pour rappeler à tous les enseignants que ce sont des fonctionnaires qui sont là pour travailler dans un certain cadre. Donc, en ce sens, vous êtes beaucoup. Hein. L'éducation nationale est une grande machine, effectivement. Et ça prend un peu de temps. On va quand même assez vite, moi je trouve. Je crois qu'on ne peut pas nier les avancées. Et si 10 ans après la loi de 2005, on se pose la question de la formation professionnelle, c'est bien que quelque part on a avancé quand même. Tout à fait. Donc, on est bien en mouvement.
Sur ce, donc, l'accès à la santé, mesdames, vous pouvez répondre aux 3 questions qui ont été posées parce que je pense qu'elles sont, les réponses sont attendues. Alors, moi, je vais essayer de répondre simplement à la première question qui était pourquoi est-ce que j'ai 3 chromosomes 21 et pas 2 comme beaucoup de gens? Alors, c'est en fait accidentel. Et c'est un mécanisme qui survient avant même que l'être soit conçu. Alors ça c'est pas un mot, avant la fécondation, puisqu'en fait c'est un accident qui va arriver soit lors de la formation du spermatozoïde, soit de l'ovocyte, qui sont donc les 2 cellules qui sont impliquées dans la reproduction chez tous les mammifères. Et c'est un mécanisme qui survient très fréquemment, qui peut toucher n'importe quel chromosome. Mais en général, dans l'espèce humaine en tout cas, il n'y a que 3 chromosomes qui peuvent donner un être qui va arriver, qui va naître. C'est quand ce chromosome en plus est un 13, un 18 ou un 21. Mais c'est du coup complètement accidentel. Il n'y a pas de facteur de risque, c'est de la faute de personne. Voilà, la nature est bien faite, mais parfois elle est différente et des mécanismes, des accidents surviennent. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu de façon claire. Oui, je pense que c'était très très important de répondre à cette question. Il y a des personnes qui dans la salle attendaient vraiment une réponse aussi simple que ça. Et si toutefois donc elles veulent en savoir un petit peu plus en tant que personne directement concernée, eh bien elles peuvent venir vous voir délicatement après je dirais donc la table ronde. Je crois que c'est important de laisser donc le champ ouvert à des questions un petit peu plus personnelles, je dirais, sur cette question-là. Autre question? Alors, en ce qui concerne la deuxième question qui était, je crois, pourquoi il y a de l'apnée, pourquoi j'ai une apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, c'est quelque chose qu'on peut observer chez n'importe quelle personne, un peu plus fréquemment chez les personnes avec trisomie 21. Alors, quand on a une apnée du sommeil, c'est simplement parce qu'on ne ventile pas très bien pendant qu'on dort. Et pareil, c'est pas une anomalie qui est spécifique à la trisomie 21, mais qui est un petit peu plus fréquente chez les personnes avec trisomie 21. Alors, pourquoi porter un appareil? C'est important. On l'a vu, on en a parlé. Il faut prendre en compte ces apnées du sommeil, il faut les soigner. Donc on les soigne avec un appareil qu'on porte la nuit pour pouvoir mieux ventiler. Quand on a une apnée du sommeil, on est fatigué pendant la journée. Quand on est fatigué, on a plus de difficultés à apprendre, on a plus de difficultés à interagir avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est important de s'en occuper. Alors la santé, on en a parlé là pendant 2 jours, on en a beaucoup parlé. On avait envie de laisser la parole à la salle et à vos questions. Il y avait une 3e question sur le papier. Non, mais c'était pourquoi portons un appareil? Donc en fait, Françoise y a répondu. Peut-on avoir un enfant? Peut-on avoir un enfant? Oui, c'est ça. Peut-on avoir un enfant? Alors oui, tout à fait. Alors, il y a une baisse de fertilité chez les sujets avec trisomie 21, plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes, mais une femme avec trisomie 21 peut avoir des enfants et un homme avec trisomie 21 peut également avoir des enfants. Oui, allez-y pour les questions, hein, n'hésitez pas. La question qui sous-entend celle-là, c'est est-ce qu'il est souhaitable qu'une personne avec trisomie 21 ait des enfants? La question qui vient avec celle-là, c'est est-ce qu'une personne avec trisomie 21, est-ce qu'il est souhaitable qu'elle ait un enfant? Alors, c'est pas moi qui vais répondre à cette question. Alors ensuite, il y a des risques, hein, on l'a vu ce matin, quand on a une trisomie 21, on est plus à risque d'avoir soi-même un enfant porteur de trisomie 21. On a du point de vue médical, c'est tout ce qu'on peut dire. Je voudrais peut-être pas répondre sur le plan médical, si vous permettez, pour compléter vos propos, bien sûr, du ressort médical. Moi, ce n'est pas du tout dans ce registre-là, mais je crois qu'actuellement, il y a de gros travaux. Et bon, on y réfléchit aussi en tant que l'Office départemental des personnes handicapées de l'Isère, c'est sur la question de la parentalité. Parce que bon, la question d'avoir un enfant, bon, la réponse médicale a été donnée,
mais il y a la question donc justement de l'accompagnement de la parentalité, et on voit bien combien c'est délicat et que ça nécessite en tout cas d'être sérieusement réfléchi. Mais c'est un sujet qui jusqu'à présent était assumé et assuré par les structures médico-sociales par défaut. Je le dis bien par défaut. C'était en plus de ceci ou en plus de cela, ne serait-ce que par les services d'accompagnement à la vie sociale, entre parenthèses. J'ai été directrice pendant un certain nombre d'années d'un service, donc je sais de quoi je parle. Mais si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une thématique à part entière qu'il est nécessaire, justement, donc de porter avec des moyens à l'appui et des moyens avec des gens formés concernant la parentalité. C'est vraiment une thématique très, très, très importante. On ne peut pas ne pas donc s'intéresser à cette question-là. Ce n'est pas possible. Les familles ne sont pas là pour suppléer au manque de moyens concernant donc l'accompagnement de la parentalité. D'autres questions concernant la santé? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui, hein. Allez-y. Alors, s'il n'y a pas de questions, oui, madame? La parentalité de personnes avec une déficience intellectuelle, c'est effectivement le propre de la personne et de la façon dont elle envisage sa vie, dont elle gagne sa vie, dont elle a son compagnon. Il y a des tas de cas de pathologies génétiques qui n'ont rien à voir avec la déficience intellectuelle et où les gens décident, bien qu'il y ait un facteur de risque, d'avoir des enfants. Donc je suis très contente d'entendre que la parentalité et tout ce qu'il y a autour de la parentalité, ça n'est pas donner la pilule ou pas donner la pilule, ça n'est pas être sous protection juridique ou pas protection juridique, parce qu'il y a encore trop de choses qui tournent autour de ça, mais c'est le propre de la personne qui doit être autonome, c'est-à-dire décider d'exercer sa propre liberté dans la cité. Et pour faire écho à ce que vous dites, il y a une question. Donc je reprendrai tout à l'heure le fil de ce que vous avez dit. Madame ? Bonjour, Isabelle Martineau, je suis maman d'une petite fille porteuse de trisomie 21. Donc ma question est de savoir, j'avais compris que la trisomie est une malformation génétique et pendant ces 2 jours, j'ai entendu parler de la maladie de la trisomie 21. Donc moi, j'en profite de la présence des personnes médicales pour qu'on me dise, est-ce que ma fille est malade ou elle est porteuse d'un handicap? Voilà. Mesdames. Alors, la trisomie 21, ce n'est pas une maladie comme on peut parler d'une angine qui est une maladie, d'une grippe qui est une maladie qu'on pourrait soigner. La trisomie 21, comme l'a dit Florence Amblard, c'est un événement accidentel qui est associé à la présence d'un chromosome supplémentaire. Ce chromosome, il contient des gènes qui sont des gènes normaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie sur les gènes. Il y a une surexpression, c'est-à-dire qu'il y a un chromosome complet en plus qui va s'exprimer. Donc il y a trop d'expression des gènes. Donc à ce titre-là, je crois qu'on ne peut pas parler de maladie. On ne peut malheureusement actuellement pas corriger ce défaut génétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sous silence le chromosome 21 qui est en trop. Les conséquences de ce chromosome 21 supplémentaire sont celles dont on a parlé pendant ces 2 jours, c'est-à-dire très variables, allant d'enfants qui ont des difficultés importantes à des enfants qui sont plus autonomes, d'enfants qui ont des malformations, d'autres qui n'ont pas de malformation. C'est un petit peu ce qui a été expliqué aussi hier matin par M. Antonorakis, qui nous a expliqué qu'il y a ce chromosome 21 en plus, mais on a aussi tous un fond génétique, c'est-à-dire qu'on est tous différents. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'ailleurs, il n'y a aucun symptôme, aucune pathologie rencontrée chez le sujet avec trisomie 21 qui est spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on rencontre, on a vu la maladie de Verneuil, ou l'obésité, c'est des choses qu'on rencontre chez n'importe quel autre individu.
Il n'y a aucun signe. Quand on fait cours aux étudiants en médecine sur la trisomie 21, on leur dit bien, il n'y a aucun signe pathognomonique. Alors ce terme, je veux dire qu'en fait, il n'y a pas quelque chose qu'on va observer chez un individu qui va nous dire cet individu a une trisomie 21. C'est un ensemble, puisque tout ce qu'on rencontre, en fait, n'est pas du tout spécifique, c'est des choses qu'on rencontre chez n'importe quel autre individu, mais souvent avec des fréquences un peu plus augmentées. Comme la dame qui est devant moi et ma fille, je le sais aussi, nous avons été choqués depuis hier matin d'entendre parler de la trisomie 21 comme une maladie et d'entendre parler de personnes qui souffrent de trisomie 21. Voilà, moi ça m'a un peu contrariée, même si quand on est trisomique, on a des pathologies dont on souffre, c'est pas la même chose de dire qu'on souffre de trisomie 21. Voilà, et Camille l'a dit tout depuis hier, me le dit aussi. Voilà, merci. Merci de votre témoignage, en tout cas. Qui veut réagir? Langue. Il n'y a qu'en France qu'on parle de maladie. En fait, c'est un syndrome, c'est-à-dire plusieurs aspects dus à cette cause qui est 3 chromosomes 21. Et si on utilise le mot syndrome ou pathologie, on n'utilise plus le mot maladie et ne souffre plus de maladie, mais il souffre des signes pathologiques associés. Si ça peut vous aider, on parlera tous dans le monde de la même façon. Et on ne se posera plus la question, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est en anglais illness? Parce que cette discussion, on l'a depuis 20 ans avec les associations anglo-saxonnes. Mais le mot syndrome de Down, qui est la même chose que trisomie 21, syndrome ou pathologie, peut donner le consensus et on parlera peut-être plus de maladie. Voilà. N'empêche qu'il y a des signes pathologiques. Si je puis me permettre par rapport à cette question fondamentale quand même, il serait drôlement intéressant d'avoir une table ronde en termes de regard croisé de la part des personnes directement concernées, de leurs familles, des professionnels et d'un tout, je dirais donc d'un trottoir. Parce que j'aimerais bien savoir, moi, comment on ressent, parce que vous savez, c'est une question de ressenti, ça. Donc, comment on ressent ce mot-là, de cette manière-là. Donc, quand on est soi-même concerné, comment on le porte, même si on ne veut plus parler de porteur de trisomie 21, comment la famille le ressent et comment elle accompagne justement ces mots-là. Et c'est pour ça que j'entends bien votre réaction. Et concernant les professionnels, qu'est-ce qu'ils en font? Que ce soit professionnel. Et là, j'aborde aussi, c'est certainement ce qui fera donc la conclusion de notre table ronde, c'est la coordination entre tous les acteurs que vous avez ici. Mais je donnerai aussi la parole à Yann Echinard, qui veut revenir sur la question de la compensation du handicap. On prend encore une question. Oui, il y a Salomé qui voudrait témoigner. Salomé. Alors, moi, je voulais donner un exemple parce que moi, j'ai une trisomie en mosaïque. Un jour, j'étais dans un ESAT et on m'a fait enfiler des perles sur un fil. Et moi, il y a une monitrice qui est venue vers moi qui m'a dit « Oh ben oui, mais je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à arriver plus rapidement que les autres. » Et moi, c'est un exemple qui m'a beaucoup choquée envers la monitrice qui était en ESAT, et ça faisait depuis un long moment, et je m'en rappelle encore, et moi, ça m'a blessé beaucoup. Merci en tout cas de cette parole, Salomé. Je donne donc la parole à Yann Echinard sur la compensation du handicap. Oui, je ne voulais pas prendre la parole trop longtemps au début, et j'avais fait mon intervention autour de la question de l'accessibilité de tous à tout. Et j'ai oublié un élément central de la loi de 2005 qui est le droit à la compensation. Ça, c'est une avancée très importante, droit à la compensation, et avec aussi une réorganisation institutionnelle de la politique en lien avec le handicap, puisque vous savez, il y a eu les lois de Raffarin de décentralisation 2 qui ont transféré les compétences handicap au département. Et la loi de 2005 a créé l'obligation d'avoir des maisons départementales pour les personnes handicapées. Je me mélange les pinceaux parce que comme en Isère, c'est maison départementale de l'autonomie. Donc j'ai plus l'habitude de dire maintenant MDA que MDPH.
Et c'est la MDA maintenant en Isère qui gère la question de la politique du handicap. C'est un point central. Pourquoi ? Pas tant sur les questions administratives, de politique publique. Tout ceci est une grosse machinerie qui a mis du temps d'ailleurs à se mettre en marche, parce que c'était une vraie transformation institutionnelle. Mais depuis, je pense que la machinerie fonctionne relativement bien, même si ça pose des questions institutionnelle de coordination, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque ce n'est pas vous qui avez la main sur la reconnaissance des personnes. Mais si on passe ces éléments-là, qui ne sont pas nuls, ça fonctionne relativement bien. Mais derrière le droit à la compensation, ce qui est vraiment très intéressant, et peut-être que là, on a des éléments d'échange à avoir autour de l'acceptation, l'acceptabilité sociale de certains handicaps, c'est que cette loi considère que le handicap est aussi produit par la société. Donc, on inverse complètement la charge de la responsabilité, qui est vraiment très intéressante, cette inversion. Ce n'est plus l'individu qui est porteur du problème, mais c'est le comportement de la société qui, lui, est le problème. Et vraiment, ce droit à la compensation, derrière le droit à la compensation, c'est qu'on va tout mettre en œuvre collectivement, par des actions pour réduire le poids, la charge du handicap, et pour réduire le poids et la charge de l'effet d'une maladie évolutive. Parce qu'on peut avoir une maladie évolutive qui produit sans cesse plus de handicap. Et ça, c'est très important parce qu'encore une fois, c'est bien ce 90% qui est alerté. C'est la société qui, elle, produit le handicap. Et donc, je vous renvoie à ce travail sur comment la société va être en capacité d'accepter de manière plus importante la différence. Et là, indéniablement, sur la trisomie, ça renvoie aussi à la société à accepter la personne différente. Et c'est vraiment, je pense que là, on a collectivement un travail très important à faire. Et dernier point, si vous me le permettez, en écho avec ce que vous disiez sur les pratiques pédagogiques venant des personnes handicapées, on va amener le handicap dans une communauté d'enseignantes, on va les faire évoluer sur leurs pratiques pédagogiques, et il faut toujours dire que ça va servir au plus grand nombre. Ça va servir aux enfants qui n'ont pas des parents natifs français, qui ne maîtrisent pas la langue. Ils sont en situation de handicap, de différenciation, voilà, de besoins spécifiques éducatifs. Et on va aller vers ce travail. Ce que j'essaye de vous dire très simplement, c'est que le handicap ne doit absolument pas nous enfermer sur le plan social. C'est une ouverture. Et lorsqu'on travaille avec nos étudiants sur le handicap, on leur dit, en France, dans la société française, vous enlevez handicap, vous mettez femme, ça marche très bien. Ça marche très bien. Nous sommes une société, liberté, égalité, fraternité, et il faut vraiment conserver ces trois mots qui sont centraux. Pour autant, il ne faut pas penser que notre société ne discrimine pas. Elle discrimine. Donc c'est un vrai enjeu de société. Vous enlevez femme, vous mettez origine sociale, ça marche encore. Combien d'étudiants s'interdisent de passer le concours de Sciences Po ? Parce que ça incarne l'élitisme français, donc ce n'est pas pour moi. Non, passer le concours de Sciences Po, c'est possible. Vous mettez d'origine ethnique, ça marche aussi. Vous mettez orientation sexuelle, ça marche aussi en France, ça discrimine. Vous mettez l'âge, ça marche aussi. Quand on travaille avec nos collègues du nord de l'Europe et qu'on leur dit qu'en France, à 46 ans, on a un senior, ils ne comprennent pas. Donc, derrière la question du handicap, oui, ça y est, on y est. Pardon, je peux parler pour moi. Je cumule. Par chance, je ne suis pas femme. Ah, ça, c'est ce que le bon Dieu dit dans la prière du matin, du samedi. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi ne pouvez-vous les uns et les autres faire en sorte... Attendez, on n'a pas écouté votre question parce qu'on avait besoin de réagir. Hein. On se sent concerné par ce qu'ils viennent de dire. Hein. Oui. Pouvez-vous, d'une façon ou d'une autre, les uns et les autres, là où vous avez du pouvoir, faire en sorte que les documents qui sont donnés par les employeurs, par la Cotorep, par l'assistance, par la sécurité sociale, soient mis en falque pour que les gens qui sont concernés, qui reçoivent ces fiches de paye,
puisse comprendre quelque chose. C'est incompréhensible pour la femme que je suis. Je serais un homme, je comprendrais peut-être. Mais c'est en tout cas incompréhensible pour les personnes. Et vous avez vu que Salomé sait lire et écrire, mais c'est incompréhensible. Et en plus, ça change tout le temps. Donc, essayez, ça c'est aussi le fait des 90% qui ne savent pas faire pour les 10%. Alors là, vous me donnez vraiment l'occasion de parler. Hein. Juste vous dire que je m'y emploie tous les jours, même le week-end. Alors, Xavier, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, là-dessus, on est tous partis handicap 21. D'habitude, c'est notre travail, on va le faire. En plus, en ESAT, on fait beaucoup de notre entreprise dehors de Grenoble. C'est vraiment important pour nous et pour l'histoire de politique. Ni Dieu et ni la reine et ni pas la guerre entre nous. Oh. Bravo Xavier. C'est très bien. Eh bien écoutez, moi je voudrais vous dire deux choses. Juste répondre à Jean-Paul Goutenoir pour dire que effectivement, donc si on a fait le choix de tous ces intervenants donc dans le champ de l'éducation, dans le champ quand même plus large de l'accès aux droits, dans le champ de la santé, dans le champ donc professionnel, moi je vais vous dire une chose, on voit bien qu'à partir du moment où un commence à parler, l'autre a quelque chose à dire. C'est dire à quel point, entre hier et aujourd'hui, et je pense encore plus demain, il va y avoir des ponts. Parce qu'on voit bien que la question donc de l'éducation rebondit sur la question de la formation professionnelle, de la reconnaissance des compétences professionnelles. Et on voit bien que pour mener à bien tout ça, la question de la santé est fondamentale. Et là où je dirais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, encore, excusez-moi, je vais dire ceci parce que ça me tient vraiment à cœur et aux tripes, c'est que nous avons besoin de ces compétences d'acteurs, je dirais, vraiment engagés, parce que vous êtes là aussi un samedi après-midi, je le dis. Vous êtes donc des acteurs engagés. Il y a des institutions engagées, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les entreprises, que ce soit les ESAT, que ce soit donc le corps médical, ou que ce soit donc aussi l'université. Je tiens à le dire, mais ce qui est plus important, à mes yeux, et qui est fondamental et qui est en train de changer toutes les lignes, et ceux-là font partie des 90%, et aussi des 10%, c'est dire à quel point ils sont les meilleurs. Ce sont les personnes elles-mêmes concernées. Ce matin, j'ai été bouleversée, vous m'entendez, par le témoignage d'Antoine donc à l'ONU, parce que je sais maintenant ô combien, pour avoir préparé au sein donc de l'ODPHI jusqu'à 4 forums de la parole de la personne en situation de handicap, qu'elles ont des choses à dire, qu'elles ont des choses à défendre. Et Xavier est en train de dire... Ouais, moi j'ai dit une chose, franchement, c'est vraiment du bien pour donner notre haine, notre joie, comme un handicap 21. Moi, je suis président de la France, c'est moi qui ai gouverné notre entreprise handicap. Bravo. Eh bien, écoutez, je voudrais remercier tous les intervenantes et les intervenants. Vraiment, donc, c'était vraiment une table ronde de qualité. On aurait pu aussi donner encore plus de temps donc, aux questions, ça c'est évident. C'est évident, sauf s'il y en a une qui vous brûle la langue avant de partir, posez-la. Vous en avez une, monsieur. Ah, monsieur a une question. Ça sera la dernière, hein, je suis désolée. Alors maintenant, donc sur l'Isère, on parle de la maison de l'autonomie, puisque bon, il y a à la fois les personnes en situation de handicap et les personnes donc âgées. Madame, il y a vraiment quelque chose que vous voulez dire? Et on va arrêter là. Hein. Je pensais que la personne qui devait parler de l'emploi allait aussi faire un exposé à la fin. En fait, je pensais que ça suivait comme ça. Et il a simplement répondu à des questions, mais je pensais qu'ensuite, il allait parler encore. Alors, je vais vous dire, c'est moi qui, de fait, quand on a vu que l'éducation prenait donc beaucoup de place,
Hein, vous voyez, mais ils étaient deux là aussi. Hein. Ensuite, donc l'emploi a quand même su raccrocher très intelligemment, Bruno, je voudrais le dire, au regard donc justement du pont à tisser avec l'éducation nationale. C'est sûr qu'il faudrait presque encore une table ronde sur la question de l'emploi. Donc vraiment, parce que c'est entre l'emploi adapté et puis l'emploi en milieu ordinaire, avec le dispositif qui se met en place sur l'emploi accompagné, il y a fort à dire. Bruno, alors tu as le dernier mot. Juste pour vous dire qu'il faut suivre aujourd'hui les dispositifs sur l'emploi accompagné, puisque c'est l'emploi accompagné tout au long de sa vie. Et ce qui est important, c'est surtout que les personnes aient leur parcours professionnel. Et le rôle de la famille dans la construction du projet professionnel est essentiel. Et derrière, s'il y a, on va dire, ce triangle, la famille, la personne et les professionnels, au niveau des entreprises, on peut avoir on va dire, une écoute favorable, on peut les accompagner, et je vous promets qu'au travers des quelques années que j'ai eues moi, en contact avec les entreprises, elles ne savent pas faire. On est un peu, on va dire, dans les entreprises comme un peu dans l'éducation nationale. Il faut aussi, dans les entreprises, les accompagner, faire en sorte que quand les postes de travail évoluent, on puisse revenir, on puisse continuer. Nos professionnels dans le secteur médico-social ne connaissent pas suffisamment tous les dispositifs. Il n'y a pas longtemps, j'ai redécouvert qu'un travailleur en ESAT, s'il veut aller dans le milieu professionnel, pendant 3 ans, son poste, sa place est maintenue en ESAT pendant 3 ans. Et bien souvent, on dit, bah non, s'il s'en va, il va perdre sa place. C'est faux, c'est maintenu, il peut y faire un essai, il peut revenir. Le législateur, il a fait un vrai travail, et tous les dispositifs, bon, on n'a pas eu le temps, parce qu'on est parti sur d'autres choses, mais si vous mettez les dispositifs les uns derrière les autres, dès l'âge de 16 ans, juste pratiquement à l'âge de la retraite, voire même des reconversions professionnelles, aujourd'hui c'est possible. Donc, on va dire tout est en place. À nous de les connaître, à nous de les mettre en œuvre pour justement les personnes. Et comme dit Camille, eh bien, quand est-ce que je sors de l'ESAT et que je vais faire autre chose que les cartons? Eh bien, elle est dans un parcours aujourd'hui, dans un dispositif tremplin. Elle construit son projet pour rechercher on va dire un CDD et un CDI, si possible demain, en accompagnement avec sa famille. Et ça, je crois que c'est notre travail. Mais c'est vrai qu'elle est entourée, elle est dans un projet, et il faut le mettre en œuvre. Voilà, merci. Je voulais juste revenir sur votre question et la collaboration entre entre l'éducation nationale et les acteurs du secteur médico-social, pour dire que là aussi les choses avancent petit à petit. Alors, en ce sens-là, la loi de 2005 avec la création des CESAD a fait qu'il y avait des services qui devaient assurer ce lien-là. Et 2 exemples pour dire que les choses se développent. Cette année, on a mis en place les premières formations à la fois au niveau des cadres et des acteurs de terrain qui regroupaient acteurs du champ médico-social, membres de la MDA en Isère et membres de l'éducation nationale. Donc, vous voyez, les choses avancent petit à petit. Et puis l'autre exemple, c'était l'externalisation des unités d'enseignement. Avec sur la région, sur l'académie, un objectif à 5 ans de 80% d'externalisation des unités d'enseignement. Donc la création de classes externalisées qui accueillent des élèves orientés vers un établissement spécialisé, mais qui les accueillent au sein d'un établissement scolaire ordinaire à tous les degrés de la scolarité. Voilà, c'était ces 2 exemples-là, mais on pourra en citer d'autres. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les intervenantes et intervenants. Madame a encore une question. Vous voyez qu'on pourrait rester plus longtemps. Juste, excusez-moi, à moins que ça ait été dit et que je l'ai manqué, la liste du dispositif, vous avez fait l'inventaire des dispositifs qui existent en matière d'accompagnement et on trouve où cet inventaire? Vous pouvez retrouver soit sur le site de la GFIP, soit sur différents sites, on va dire, sur les droits des personnes en situation de handicap. Et vous avez la liste globalement de tous les dispositifs. Il faudra aller sur les dispositifs de retour ou d'accès à l'emploi. Et là, vous avez l'ensemble des éléments. Merci. En plus, une chose, la FIP, ça compte pour nous et ça compte pour nous aussi de notre vie.
sur ces questions d'accompagnement à l'emploi, parce que je suis à la FRT, je suis vice-président de la FRT, mais je suis aussi à l'association R dont tu as parlé, qui est animée par ma femme, et dont je suis administrateur aussi, dont tu as parlé Salomé. Alors, en fait, c'est la loi El Khomri. La loi El Khomri, dans ses décrets, a créé effectivement le concept, si l'on peut dire, mais on y travaillait déjà avant, d'emploi accompagné. Et le décret qui organise cet emploi accompagné est sorti fin décembre, le 26 décembre, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Bon, en fait, c'est en construction, mais il y a un certain nombre d'associations comme Tremplin, il y a des tremplins à différents endroits, qui font un travail extraordinaire. Nous, on existe depuis une dizaine d'années. C'est l'idée. Donc nous, c'est une association. Donc ça s'appelle Association pour une intégration réussie dans l'emploi et la société. C'est donc pour assurer, prenons le côté emploi simplement, l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes déficientes intellectuelles. Notre fils n'a jamais passé par ESAT. Il a toujours, enfin, il n'était pas dans le milieu spécialisé du côté éducatif. Il a fait ni IME, ni IMPRO, etc. Il était dans le milieu scolaire normal. Et après, il est rentré directement sur le marché du travail et il a trouvé finalement un emploi en CDI dans un établissement public. Donc, mais alors, les points forts de cet accompagnement que l'on fait depuis une dizaine d'années, c'est les choses suivantes. Faire un bilan, effectivement, des capacités des gens, de leurs talents, etc., en insistant sur les talents. Faire construire un projet professionnel. Donc, trouver un emploi. Il faut bien connaître les entreprises, le tissu des entreprises pour pour trouver un emploi. Donc, il y a l'insertion dans l'emploi. Il y a surtout, ça on arrive à le faire, surtout le maintien dans l'emploi. Ça, vous l'avez bien dit, parce que les conditions, l'environnement change. Il y a des modifications d'équipes autour, etc. Et le maintien dans l'emploi n'est jamais gagné pour ces personnes-là. Donc on assure un maintien qui n'est pas simplement sur 1 an ou sur 2 ans, mais sur toute la période professionnelle. Ce maintien se fait en particulier par le système de la pérémulation, dont a parlé un petit peu Salomé, c'est-à-dire que une fois par semaine, les jeunes se réunissent et disent « voilà les problèmes que j'ai rencontrés ». Donc entre eux, ils se parlent et ils se donnent les idées sur ce qu'il faut faire. Voilà, donc voilà les idées de base. Sinon, c'est en construction actuellement. Il y a plein de grosses associations comme l'ADAPT, comme des choses comme ça, qui veulent se lancer là-dedans, puisque la loi ouvre des possibilités et des financements. Bien, on va conclure parce que l'heure a tourné entre-temps. Je voulais d'abord remercier tous les participants, vous tous qui avez été présents. Je voudrais remercier les interlocuteurs de la table ronde. Je vous remercie. J'espère que cette 12e journée de la trisomie 21 a permis pour vous d'avoir beaucoup d'informations, de réponses à vos questions. Et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Voilà. En région parisienne. Et donc, je vais laisser la parole à Franck qui va vous donner juste 1 ou 2 infos complémentaires par rapport à la clôture en beauté de cette 12e journée. Donc, je reprends les remerciements de Véronique en direction de nos intervenants, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier et de jeudi soir. Dans la lignée de ce que nous avons imaginé comme originalité, je dirais, ou particularité grenobloise, il y avait les pratiques artistiques et les pratiques sportives. Sur les pratiques sportives, déjà, je voulais dire que beaucoup de nos jeunes qui sont dans des compétitions sportives n'ont pas pu se joindre à nous. Et c'est pour ça que Nelly a repris leur parole tout à l'heure en introduction de la table ronde. Et du point de vue des pratiques artistiques, on avait programmé 3 spectacles. Le premier, jeudi soir, Faux plafond à Domaine. Le second, la troupe de passage, hier soir, au Théâtre 145. Et dans quelques minutes,
Vous allez sortir de la salle, prendre peut-être un café. On va vous conduire vers l'amphiveille qui se trouve juste à peu près à une 50aine de mètres. Et vous pourrez assister au spectacle d'une troupe naissante, la troupe de l'ESAT Sage de l'Ariste, qui s'appelle Les Aristocrates. Donc merci de nous rejoindre là-bas. Et puis effectivement, à l'année prochaine, si vous le souhaitez. Je voudrais juste dire, au nom de toutes les associations partenaires, remercier Franck, remercier Véronique, remercier les autorités locales de Grenoble et de la région pour avoir fait que ces 12e journées soient vraiment un très beau succès. Merci encore à vous.